Bienvenue à cette 5e émission du cours Montréal en évolution qui va porter sur les années de transition. Ça veut dire les années entre 1760 et 1840 environ. Avant d'aborder ce sujet, il faut retenir certains points de l'émission précédente. D'abord, il y a peu de bâtiments remontant au régime français, tant dans la vieille ville fortifiée que sur l'île de Montréal. Si on a l'impression qu'il y en a davantage, c'est tout simplement que la tradition vernaculaire, d'architecture vernaculaire, s'est perpétuée après la conquête jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a peu d'exemples d'architecture publique. Bon, on a parlé de l'église Notre-Dame, qui présente une dichotomie entre la tradition médiévale et la tradition classique. La nef va évoluer selon les besoins, tandis que la façade sera de style jésuite, parfaitement figée, parfaitement symétrique. On a parlé du vieux séminaire comme exemple de cette dichotomie de tradition. Ce séminaire Saint-Sulpice, dont la construction remonterait à ces méthodes de construction de la période romane, tandis que le plan lui-même est parfaitement symétrique et l'entrée est encadrée de colonnes ioniques encastrées avec entablement. Et enfin, le château de Vaudreuil, malheureusement disparu, qui lui présente un exemple assez remarquable d'architecture classique. Retenez que c'est l'architecture domestique urbaine qui reflète le mieux l'influence du milieu et du climat, à la fois parce qu'elle est produite par des classes populaires, puis à la fois parce que c'est le type de construction le plus répandu. On a vu que cette maison urbaine a connu une évolution différente de la maison rurale et que son trait dominant est ce fameux mur coupe-feu qui séparait les maisons mitoyennes et qui voulait empêcher le feu de communiquer de toit à toit. Maintenant, ce mur coupe-feu va devenir un trait culturel. Ça veut dire qu'il va apparaître dans le cas d'exemples qui ne sont pas mitoyens, comme le cas du château de Ramsay. Ce sont les ordonnances des intendants qui vont amener ce fameux mur coupe-feu parce que toutes les ordonnances vont être en fonction de la protection contre le feu. Et on a pu voir qu'il y avait des recherches esthétiques dans ces maisons domestiques, possiblement influencées par l'architecture classique publique. Dans l'ensemble, l'environnement de la ville frontière laisse à désirer du point de vue de l'hygiène, présence presque continuelle de détritus, d'animaux dans les rues. L'hiver est particulièrement difficile, on ne peut pas se débarrasser facilement des déchets, mais encore là, c'est une situation qui est courante dans la plupart des villes européennes de l'époque. La même chose, l'infrastructure publique est déficiente, il n'y a pas de rue pavée, il n'y a pas de trottoir. Encore là, situation courante presque partout en Europe, du moins pour ce type de ville. Par contre, on peut dire que le plan de Casson s'est avéré efficace et que les intendants ont cherché tout simplement à l'améliorer en respectant l'alignement, en respectant les places publiques, et ce fut plus ou moins un premier code d'urbanisme. On peut parler de cette petite ville d'un zonage fonctionnel, comme ça existait dans les villes pré-industrielles, et sur le plan formel, un environnement fait de plein et de vide, mais des vides faits de jardins, donc des vides structurants, davantage significatifs que nos vides actuels. Donc, une petite ville pré-industrielle semblable à ce qui existait en Europe, avec possiblement une densité beaucoup plus faible. Alors aujourd'hui, nous nous préoccupons des années de transition, cette période après la conquête jusqu'à l'industrialisation en 1860. Vous allez voir qu'il n'y a pas de rupture dans l'environnement et la continuité architecturale. Ce n'est pas tellement la conquête qui va être une rupture que la période industrielle, mais on va quand même observer que les interventions de l'époque vont laisser des marques très évidentes dans l'environnement d'aujourd'hui. La conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques en 1760 va apporter dans les médias très peu de changements dans les mentalités. La dualité entre une classe noble et une classe inframoyenne va avoir tendance à se perpétuer. Et des gouverneurs comme Murray et Carleton vont ne faire que remplacer des gouverneurs français comme Frontenac et Vaudreuil. Ils vont avoir, ces gouverneurs anglais, les mêmes tendances à l'absolutisme. Ceci va changer lorsque les marchands britanniques et américains qui viennent découvrir un nouveau marché vont vouloir faire des affaires et ils vont commencer à contester l'autorité coloniale et ils vont avoir tendance à participer davantage à la chose publique et à la chose économique.
Mais en définitive, la guerre d'indépendance des colonies américaines va avoir plus d'effet sur Montréal que la conquête. Cette guerre d'indépendance, dont un des événements du début est le Boston Tea Party en 1773. Rappelez-vous, alors que les Anglais vont jeter, disons, à l'eau les ballons de thé parce qu'ils ne voulaient pas payer les taxes et qui va se terminer par le traité de Versailles en 1783. Ceci va être marquant pour Montréal. Pourquoi? Parce que ces nouvelles colonies anciennes anglaises, nouvelles américaines, vont avoir des prétentions sur le territoire et avec le temps, la frontière des États-Unis va venir couper dans l'interland de l'ancien empire français. Rappelez-vous cet interland où on descendait par l'Ohio et le Mississippi. La frontière vient enlever ça aux Britanniques du Nord. Et ceci va orienter la chasse et le commerce des fourrures vers l'ouest, nord-ouest du continent. Deuxièmement, les loyalistes ceux qui étaient restés loyaux à la couronne britannique et qui se trouvaient dans l'ancien empire de ces Britanniques aux États-Unis vont monter à la fois dans les provinces maritimes et dans la fois dans la vallée du Saint-Laurent et notamment en amont de Montréal, le long du fleuve, le long de la rive nord des lacs Ontario et Erie. Et Montréal ne sera plus la ville frontière, mais va devenir un port pour ce qu'on va appeler le Haut-Canada. Alors, le commerce des fourrures s'oriente vers le nord-ouest et c'est là qu'on va découvrir l'ouest de notre pays à la chasse des animaux, des fourrures. Et les Anglais, tels que Lees, Molson, Frobisher, les Américains comme Price, Henry, Pound, les Écossais surtout, Lineburner, McBeat, McGill, Mackenzie, McTavish, vont donner une impulsion absolument formidable à ce commerce en fondant la Compagnie du Nord-Ouest en 1784. Et Montréal est le siège social de cette compagnie. Montréal est la capitale des fourrures et elle est le début, le point de départ des découvertes de l'ouest du pays. Par exemple, Alexander Mackenzie, c'est un Montréalais, il est partenaire de la Compagnie du Nord-Ouest, il part découvrir de nouveaux territoires aux fourrures. En 1789, il laisse son nom au fleuve Mackenzie et en 1793, il découvre l'océan Pacifique. De même, Simon Fraser, qui va laisser son nom au fleuve Fraser, c'est un Montréalais qui est partenaire de la Compagnie du Nord-Ouest. De même, M. Thompson, qui va explorer la Colombie-Britannique en 1811, il est partenaire dans cette fameuse Compagnie du Nord-Ouest. En 1812, la Compagnie du Nord-Ouest emploie 1300 employés. Alors, ça veut dire que Montréal là, est une espèce de siège social d'une compagnie qui a presque tout le Canada comme territoire. Donc, le commerce des fourrures est encore plus florissant que durant le régime français. On peut d'ailleurs apprécier l'importance prise par ce commerce en regardant les fameuses routes qui menaient au territoire des animaux à fourrure et qui étaient empruntées par les agents ou les coureurs des bois. Alors vous avez à l'écran une carte du Canada plus ou moins actuelle et sur la seconde carte, remarquez toutes ces routes, plusieurs empruntant le chemin des rivières et qui se rendaient jusqu'à la côte du Pacifique. Sur une troisième carte, remarquez en trait un peu plus foncé la route de l'Outaouais qui permettait un fameux raccourci entre Montréal représenté par une étoile et le lac Huron. Mais il demeure que ces routes étaient quand même très très longues et il va y avoir un accroissement des coûts à cause justement de ces distances énormes qui vont finir par tuer le commerce des fourrures, du moins pour Montréal. Car en 1821, la Compagnie du Nord-Ouest va être absorbée par la Compagnie de la baie d'Hudson qui était plus proche des territoires à fourrure et le commerce des fourrures va prendre la route de la baie d'Hudson au détriment de Montréal. Maintenant, Montréal va quand même s'en tirer parce que les loyalistes établis dans le Haut-Canada vont compenser pour la perte du commerce des fourrures parce que ces loyalistes-là vont avoir besoin d'expédier leurs produits et recevoir des produits manufacturiers. Et Montréal représente le port, le dernier port là, qui est accessible par les navires de mer, à cause évidemment des rapides de la Chine. Alors, les loyalistes vont produire du blé, du bois. Le commerce du bois va être très florissant durant la période de 1800 à 1822, grâce aux guerres napoléoniennes et au blocus continental. Le roi d'Angleterre a besoin de bois, notamment pour sa flotte, et ils vont importer le bois du Canada.
Canada. Alors, les loyalistes vont couper le bois dans les forêts et vont le descendre, notamment par la rivière Outaouais, jusqu'à Montréal et jusqu'à Québec, pour l'exporter vers l'extérieur. Donc, Montréal commence sa vocation de port, d'exportation de matières premières, blé et bois, et d'importation de produits manufacturés, à la fois pour le Bas-Canada où se trouve Montréal et à la fois pour le Haut-Canada. Et un des bâtiments les plus significatifs, et dont nous parlerons tout à l'heure, est la douane qui gère ces importations et ces exportations. Les grands marchands qui vont à la fois s'occuper de ces commerces et du port, vont commencer à marquer le pays, l'urbanisme et la région montréalaise, notamment par l'établissement de domaines champêtres. Par exemple, Joseph Frobisher, qui était impliqué dans le domaine des commerces de fourrure, va se tailler un domaine de 15 hectares appelé Beaver Hall, alors l'endroit du castor, si vous voulez, dans le secteur aujourd'hui qui existe toujours, Beaver Hall et la rue de la Gauchetière. Simon McTavish, c'est le roi du commerce des fourrures, on le surnomme le marquis. Lui, il se construit un château, tout simplement, dans un domaine qui est toujours reconnaissable aujourd'hui dans le secteur de la rue McTavish. Peut-être le plus responsable et le plus célèbre est McGill. Alors, McGill, qui est un Écossais, né à Glasgow en 1744, il émigre d'abord dans les colonies américaines. Mais lorsqu'arrive la conquête, il vient à Montréal et à partir de 1774, il s'occupe vraiment de façon très intense du commerce des fourrures. C'est un bonhomme qui est très philanthrope. Bon, il va être nommé commissaire pour démolir les murs de fortification. Il va être un des administrateurs de la prison. Il va être président de la brigade des pompiers. Il va être membre du comité pour la construction de la cathédrale Christchurch. Il est député de Montréal-Ouest pendant un certain nombre d'années. Il est membre du conseil législatif. Donc, c'est un bonhomme très impliqué dans la chose publique. Et il va se tailler un beau domaine appelé Burnside. Burn veut dire ruisseau en écossais, donc à côté du ruisseau. Un domaine de 19 hectares qu'il va laisser à sa mort en 1813 pour l'instruction, pour promouvoir l'instruction dans la province. Et c'est l'origine de l'université McGill, qui est un des plus splendides campus existants dans les villes canadiennes. Alors, sur l'architecture maintenant, quelles vont être les influences? La classe britannique, celle qui a conquis un empire, évidemment, ces modèles, elle va les prendre dans la patrie mère, elle va les prendre surtout à Londres, dans le répertoire classique qui est très riche à l'époque, répertoire du 18e siècle, surtout grâce à des architectes comme Christopher Wren et James Gibbs. Un exemple, la cathédrale anglophone de Québec, dans l'ancienne ville française, est une copie presque parfaite de l'église Saint-Martin-in-the-Fields à Trafalgar Square de Londres, qui est chef-d'œuvre de M. Gibbs. Exemple aussi, les loyalistes, ceux qui sont venus des États-Unis, évidemment, eux aussi, c'était la tradition classique française. Par contre, les colonies américaines, celles qui vont se constituer en république, eux vont revenir aux premières républiques. Athènes et Rome, donc c'est l'architecture classique, mais davantage antique. Et un des modèles va être la maison carrée de Nîmes. Donc on peut dire un néoclassicisme romantique qui va avoir une certaine influence à Montréal. Du côté des Canadiens français, c'est encore la tradition classique française. Cette tradition qui va surtout se refléter dans l'architecture religieuse, tout simplement parce que les Canadiens français viennent de perdre le pouvoir et une des seules possibilités d'exprimer l'architecture, ce sont les églises. Et là, vous avez deux personnages très importants, M. Jérôme Demers, qui est un abbé et qui va être directeur du séminaire de Québec, et lui va agir comme une espèce de théoricien. Il va avoir quelques livres français, puis il va essayer de propager cette architecture classique française, du moins d'un point de vue de théorie. Il est très attaché au style Louis XVI. Et l'exécutant va être Thomas Baillarger. Thomas Baillarger, là, c'est le dernier représentant de la fameuse dynastie des Baillarger à Québec. Dynastie d'architectes, de sculpteurs, de peintres, d'entrepreneurs, des gens qui, au départ, ont été formés, comme le père de Thomas, le François, à Paris, et qui vont perpétuer cette espèce de tradition française, surtout, comme je viens de le dire, dans l'architecture religieuse. Et Thomas Baillarger, c'est l'architecte des églises du 19e siècle, possiblement le plus important
entrant du côté francophone. Alors, nous sommes quand même chanceux parce qu'à Montréal, nous avons une église, l'église Sainte-Geneviève de Pierrefonds, dont les plans sont faits par Thomas Baillarger en 1822. L'église sera construite un peu plus tard, en 1843-45. La boiserie de la voûte est aménagée par Victor Bourgeot en 1851. Et même si la façade de l'église a été modifiée et reconstruite en 1909-1910 par l'architecte Gauthier, on peut voir dans cette église, surtout dans l'intérieur, ses proportions fort agréables, une recherche de clarté, de légèreté, de raffinement, tout ce qui faisait la grandeur de l'architecture classique française et qui se perpétue après la conquête. On verra d'ailleurs que le classicisme britannique sera beaucoup plus lourd. On sait que Montréal n'a pas connu de plan d'aménagement de l'ensemble de la ville jusqu'à très récemment. Et on entretient l'idée que Montréal est une ville qui n'a pas été planifiée. C'est plus ou moins vrai parce qu'elle a connu quelques plans sectoriels et un des bons plans est celui qui est relié à la démolition des vieux murs de fortification. Déjà en 1799, le Parlement du Bas-Canada passait une résolution de façon à ordonner le développement de Québec et de Montréal. Et à l'époque, on voulait nommer un inspecteur pour faire le plan de la ville et de ses abords. Une occasion va se présenter lors de la démolition des murs de fortification. En effet, le 8 avril 1801, le lieutenant-gouverneur va donner la sanction royale à un bill pour abattre ces vieux murs de fortification et pour pourvoir à la salubrité, à la commodité et à l'embellissement de la cité. Donc, il ne s'agit pas uniquement de démolir les vieux murs, mais il s'agit aussi de rendre la ville plus fonctionnelle et plus belle. Ils vont nommer 3 commissaires à cette fin, James McGill, John Richardson et Jean-Marie Mondelet. McGill, on vient d'en parler. Richardson, c'est un Écossais qui va avoir une carrière presque parallèle à celle de McGill, dans le sens qu'il est à New York. Il est associé à la compagnie de fourrure du Nord-Ouest. Il est membre de l'Assemblée législative du Bas-Canada, membre du Conseil exécutif et législatif. C'est le père du système bancaire canadien. C'est lui qui fut un des fondateurs de la première banque au Canada, la Banque de Montréal. Mondelet, c'est un notaire, un juge de paix, un député de Montréal-Ouest au Parlement. C'est une figure de premier plan pour la communauté francophone. Ces commissaires reçoivent un mandat en 2 volets. D'abord, de remettre aux propriétaires légaux ou encore à leurs héritiers les terres qui avaient été confisquées pour la construction des murs de fortification. Deuxièmement, présenter un plan d'amélioration et présenter des estimations des dépenses pour réaliser ce plan. La démolition va débuter en 1804 et va durer pendant 13 ans, ça veut dire jusqu'en 1817. Voici les principales propositions du plan d'amélioration des commissaires. D'abord, il recommande de construire une terrasse élevée le long du fleuve, de la Pointe-à-Calière au faubourg de Québec, d'abord pour en faire une rue et une esplanade, de façon que les gens puissent voir les activités du port, mais également contre un rempart, comme un rempart contre les inondations et le feu. On craignait que le feu prenne dans le bois qui était déposé sous la berge et qui aurait pu à ce moment-là communiquer avec la ville. Ceci fut à l'origine de notre rue de la Commune aujourd'hui, bien qu'il y ait eu beaucoup de transformations depuis. Deuxièmement, ils vont recommander qu'une chaussée soit établie de chaque côté de la rivière Saint-Pierre. Cette rivière-là qui divisait la Pointe-à-Calière du coteau Saint-Louis et que celle-ci soit dans un canal de 20 pieds de large. C'est l'origine de notre place publique Diouville, qui va avoir une histoire quand même assez importante. Vous savez que Montréal va devenir en 1844 la capitale de l'Union des 2 Canada. Cette union se fait en 1840. Et il y avait sur cette place Diouville le marché Sainte-Anne qui va servir de parlement. Malheureusement, le 25 avril 1849, le parlement va être incendié par des émeutiers et ça va être la fin de Montréal comme capitale. Le marché Sainte-Anne va être reconstruit. On peut d'ailleurs voir à l'écran une photo de M. Anderson, prise en 1869 et qui présente là, ce marché durant une période d'inondation. Les commissaires vont recommander un canal semblable, ça veut dire entre 2 chaussées, pour le ruisseau Saint-Martin, qui va devenir la rue Craig et aujourd'hui la rue Saint-Antoine.
Ils vont recommander encore un canal semblable entre deux chaussées pour la rue Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est aujourd'hui la rue McGill. Et ils vont recommander ce canal-là rejoindre le canal de la rue Saint-Pierre et le canal du ruisseau Saint-Martin. On voit bien là, ce qu'ils poursuivaient comme objectif, c'est d'entourer la vieille-ville du côté sud, du côté ouest et du côté nord par une espèce de boulevard avec des canaux. Donc, montrer là, que cette vieille ville avait beaucoup, méritait de conserver son caractère. Comme cinquième proposition, ils vont recommander de prolonger la rue Saint-Jacques jusqu'au faubourg de Récollet d'un côté et au faubourg du Québec de l'autre côté. Cette rue va être prolongée effectivement du côté ouest, mais va s'arrêter au boulevard Saint-Laurent du côté est. Et entre cette rue Saint-Jacques prolongée et la rue Saint-Antoine actuelle, ils vont recommander de faire une nouvelle rue de 24 pieds de large. Ce sera du côté ouest la ruelle des fortifications, qui aujourd'hui est en partie intégrée au centre de commerce mondial. Et de l'autre côté, du côté est, ça sera la rue du Champ de Mars. Près de la Porte de Québec, ils vont recommander l'aménagement d'un square, d'un grand square, 174 pieds par 208. Ce square va être réalisé, c'est le square d'Alousie, qui sera un square résidentiel élégant jusqu'au 9 juillet 1852. Le 9 juillet, un incendie terrible qui commence dans le faubourg Saint-Laurent, qui dure toute la journée et qui reprend le soir dans le secteur du square d'Alousie et vient brûler complètement le square. On peut voir d'ailleurs à l'écran un dessin de James Duncan de cet incendie. 1200 résidences vont disparaître dans cette journée tragique. Et plus tard, cette esplanade du square va être creusée pour aménager la gare Vigée. Ils vont recommander un autre square, un grand square cette fois-ci, de 180 pieds par 468, dans le prolongement de la rue Saint-Augustin, donc la rue McGill. Aujourd'hui, à l'angle de la rue Saint-Antoine actuelle. Ça va être le marché au foin, on va l'appeler Haymarket Square, et vous avez à l'écran une photo de 1859. Aujourd'hui, ce square va être agrandi du côté de la rue Vitré pour se rendre jusqu'à la rue Vitré. C'est notre square Victoria actuel. Les commissaires vont recommander d'agrandir la place d'Armes pour en faire un rectangle de 344 pieds par 392 pour qu'elle se rende là, jusqu'au ruisseau de la rue Saint-Antoine actuelle. Malheureusement, cette recommandation ne sera pas suivie et ça, c'est un peu regrettable parce que ça aurait ouvert une fenêtre entre le Vieux-Montréal et la terrasse Sherbrooke. On va recommander d'agrandir le champ de Mars qui était plus ou moins complété à l'époque jusqu'au canal de la rue Saint-Antoine actuelle pour en faire une esplanade de 57 par 114 toises pour favoriser l'exercice et la parade des militaires. Et pour réaliser cet agrandissement-là, on va tout simplement prendre la citadelle, vous vous rappelez cette butte où il y avait une petite forteresse, et on va prendre la terre de la citadelle pour en faire l'esplanade du champ de Mars. Vous voyez à l'écran un dessin de M. Sproul en 1830. Remarquez à votre gauche, vous avez l'ancienne prison, tandis que sur une photo qui suit de 1866, on se rend compte que la prison a été remplacée par le palais de justice avant qu'il soit agrandi. Il sera agrandi, on ajoutera un dôme, entre autres, et remarquez au fond l'hôtel de France. Enfin, les commissaires vont recommander de construire une nouvelle place du marché. Comme on le sait, ce sont les commissaires chargés de la démolition des vieux murs de fortification à partir de 1801 qui recommandèrent la création d'une nouvelle place de marché à Montréal, celle de la place Royale étant devenue trop exiguë pour répondre à l'accroissement de la population. L'occasion se présenta en 1803 lorsqu'un incendie qui débuta dans le faubourg Saint-Laurent se répandit dans la vieille ville et brûla notamment l'ancien château de Vaudreuil, utilisé depuis 1773 comme le collège de Montréal. Ce château, on le sait, se situait sur la rue Saint-Paul, mais à l'arrière, ses jardins montaient jusqu'à la rue Notre-Dame et occupaient un emplacement qui correspond plus ou moins à celui de la place Jacques-Cartier actuelle. Deux marchands de fourrure, M. Perrineau et Durocher, décidèrent alors d'acheter à la fois les jardins et le château en ruine et de donner le tiers de cette propriété à la ville de façon que la ville y crée un marché en perpétuité.
Évidemment, ce don était plus ou moins gratuit parce que le fait de donner cette partie de leur propriété pour en faire un marché accrut d'une façon considérable le restant du terrain, lequel fut divisé en 8 lots à bâtir et vendu en 2 jours. Cette partie correspond à la partie ouest de la place Jacques-Cartier actuelle. Sur la place même, on construisit des étals et la place prit le nom de place du Marché Neuf pour la distinguer de la première place du marché sur la place Royale. Jusqu'en 1847, la place sert de place du Marché Neuf et à partir de 1847, on inaugure le marché Bon Secours et la place Jacques-Cartier prend son nom de place Jacques-Cartier, bien qu'elle va demeurer un lieu de marché pour les maraîchers de la région montréalaise qui vont y vendre leurs produits jusque dans les années 1960. Aujourd'hui, à la tête de la place Jacques-Cartier, on remarque que la colonne Nelson, c'est le plus vieux monument à Montréal. Il fut érigé en 1809 pour commémorer la victoire de l'amiral britannique sous la flotte française et espagnole à Trafalgar. Que dire de ce plan? La qualité est quand même surprenante de la part de commissaires qui n'étaient pas des urbanistes ni des architectes, qui travaillaient bénévolement et n'avaient pas la prétention de faire du design. Ce qui fait sa qualité, c'est que les commissaires ont reconnu que la vieille cité constituait un tout homogène, qui devait s'articuler avec les faubourgs environnants par des charnières spatialement identifiables. Par exemple, le faubourg Saint-Antoine et le faubourg des Récollets devaient s'articuler par rapport à la vieille cité, par le square du marché au foin et le boulevard Saint-Augustin, la rue McGill aujourd'hui. La même chose du faubourg Saint-Laurent, qui était le plus développé, devait s'articuler par ce grand boulevard de la rue Craig et aujourd'hui Saint-Antoine. Même chose du côté du faubourg de Québec, articulation par le square d'Alousie. Évidemment, les commissaires planifiaient par rapport à l'échelle de l'époque. Ça demeure une toute petite ville et on peut voir lorsqu'ils recommandaient des dimensions de rue de 80 pieds de large pour la rue Saint-Augustin. C'était des dimensions très, très généreuses pour l'époque. Évidemment, aujourd'hui, ça représente quand même des dimensions plutôt ordinaires. On peut dire, par contre, que la ruelle des fortifications et de la rue du Champ-de-Mars, ça n'a pas apporté grand-chose au vieux Montréal. Et on sent, lorsqu'on passe du côté surtout de la rue du Champ-de-Mars, une espèce de déclin du vieux Montréal. Possiblement qu'une meilleure solution aurait été de laisser tout simplement cette partie du coteau Saint-Louis naturelle, un peu comme on peut le voir aujourd'hui le long du Champ-de-Mars, où c'est un coteau naturel, et comme on a fait à Édimbourg, où la vieille ville médiévale est séparée de la ville nouvelle simplement par une bande de verdure. Mais il faut reconnaître que le vieux Montréal, actuellement, a été bien marqué par ce plan des commissaires. Alors, rappelez-vous, la place Jacques-Cartier, le Champ-de-Mars, les rues McGill et Saint-Antoine, le square Victoria, la place Diouville, la rue Saint-Jacques, qui va devenir la Wall Street de tout le Canada, tout ça est dû à ces 3 commissaires et à ce plan des années de transition. Durant les années de transition, les squares se multiplient à Montréal. Le square de Lausie qu'on vient de voir, le marché au foin qui va devenir le square Victoria. Dans le faubourg Saint-Laurent, Joseph Papineau et Dame Vigée font un don d'un terrain en 1818 pour en faire une place publique. Ce sera l'origine de notre square Vigée, qui va être utilisé comme marché au foin de l'Est à partir de 1837. Dans le faubourg de Québec, au pied de la rue Papineau, on aménage un square qui va porter le nom de Queen Square et plus tard Square Papineau. Dans les années 1820-1830, dans l'ouest de la ville, 2 squares, le square Chaboyer dans le faubourg des Récollets et le square Richemont dans le faubourg Saint-Antoine. Il faut voir dans la prolifération de ces squares l'influence des Britanniques qui vont porter cette forme urbaine à la perfection durant la période géorgienne, ça veut dire entre 1714 et 1830. Dans la culture britannique, un square est une unité de voisinage comprenant
un endroit planté avec des résidences tout autour, des rues secondaires, à l'occasion un marché et même une église. À Montréal, ça sera beaucoup plus une forme urbaine, presque une place, mais qui présente quand même des différences par rapport à la place du régime français. Prenons un exemple, dans le régime français, la place d'Armes de Montréal avait l'église Notre-Dame en plein milieu de la rue. Lorsqu'arrivent les Britanniques, on refait cette église, on démolit la précédente, mais l'église maintenant n'est pas au milieu de la rue, elle va être en bordure de la rue, et même on va planter la place pour en faire un square planté à partir de 1848. On va l'entourer d'une clôture, comme étaient entourés les squares britanniques, et on peut apprécier sur un dessin de Krigov de 1857 ce qui est devenu, disons, cette place durant ces années de transition. C'est un peu plus tard que les années de transition. Au point de vue des faubourgs, les territoires vont s'élargir et surtout le territoire administratif, car le Parlement du Bas-Canada, le 7 mai 1792, va élargir le territoire de Montréal. Les nouvelles limites, ça va être le fleuve et pour le reste, un grand rectangle dont la distance va être de 100 chaînes à partir des anciens murs de fortification. Ça correspond, ce rectangle, aujourd'hui, à l'avenue Atwater à l'ouest, l'avenue des Pins au nord, la rue d'Iberville à l'est, et c'est là qu'on va diviser la ville en deux quartiers, le quartier de l'ouest et le quartier de l'est. Et la frontière, c'est le boulevard Saint-Laurent. Alors ça, c'est resté dans la toponymie de Montréal, Montréal-Ouest ou Montréal-Est, à partir du boulevard Saint-Laurent, et ça date de 1792. Au recensement de 1825, Montréal est encore une petite ville. Dans ce grand rectangle, dans ce grand territoire, il y a 26 154 habitants, comprenant 14 830 francophones et 11 324 anglophones. Et on va voir que les anglophones vont devenir majoritaires pour un certain nombre de décennies. Sur la carte de M. Adams de 1825, qui est reproduite à l'écran grâce à l'ordinateur, on peut distinguer 5 faubourgs. Le plus important et le plus étendu, c'est le faubourg Saint-Laurent, basé sur l'axe du boulevard Saint-Laurent, mais on voit apparaître d'autres axes, notamment la rue Saint-Denis. Le faubourg de Québec, à l'est, c'est le faubourg aristocratique, du moins pour un certain temps, parce qu'avec le temps, on va l'appeler le faubourg à la mélasse. Il est basé sur l'axe de la rue Sainte-Marie, qui n'est que la continuité de la rue Notre-Dame. À l'ouest apparaît un nouveau faubourg, on n'en a pas encore parlé, le faubourg Saint-Antoine, axé sur la continuité de la rue Saint-Antoine. Un faubourg que vous connaissez déjà, le faubourg de Récollet, appelé encore le faubourg Saint-Joseph, axé sur la continuité de la rue Notre-Dame, et un nouveau faubourg, presque industriel, Griffintown, qui se trouve au sud-ouest de la Pointe-à-Calière. C'était un territoire marécageux qui appartenait à l'Hôtel-Dieu et que les Bonnes Sœurs vont louer par bail amphithéotique à un protestant, Robert Griffin, qui est une espèce d'entrepreneur qui va lotir ce territoire-là pour attirer les immigrants irlandais. Mais comme le lieu était plus ou moins, disons, accueillant, ce sont les gens les plus pauvres qui vont se ramasser dans Griffintown. Il y aura des petites industries telles qu'une savonnerie. D'un point de vue des infrastructures, il se fait un progrès notable durant cette période. D'abord, à partir de 1801, on a un début d'aqueduc. On va essayer de les capter l'eau du Mont-Royal, des sources du Mont-Royal, d'abord par des tuyaux de bois et par la suite, à partir de 1819, par des tuyaux de fonte. On va s'organiser pour se protéger contre le feu, notamment en créant des brigades volontaires de pompiers. Ça va fonctionner, c'est l'origine de nos services des incendies aujourd'hui. On va éclairer les rues d'une façon publique et on commence par la rue Saint-Paul. Ça se comprend, c'est la rue des marchands, c'est la rue commerciale par excellence, éclairée à l'huile en 1815 et au gaz en 1830. Donc Montréal suit d'autres villes d'Europe comme Londres et Paris d'un point de vue d'éclairage public. Et enfin, on va se donner un premier corps de policiers. Il s'agit de ce qu'on appelle des surveillants de nuit. En 1818, nous avons 24 surveillants de nuit. Quels sont les paysages urbains de cette période? Ce qui semble avoir impressionné les visiteurs, c'est l'ensemble de la ville. Sa silhouette, là, soit vue du côté de l'île, à partir de l'île Sainte-Hélène, ou soit vue du Mont-Royal. Et on peut essayer, grâce aux dessins que nous avons hérités, de voir qu'est-ce que les gens ont pu apprécier à l'époque.
Des dessins, entre autres, de Richard Dillon de 1803. On voit Montréal à partir du fleuve, comme on la voit, c'est un autre dessin, à partir du Mont-Royal. Alors, la petite ville de 1803 est très semblable à la ville du régime français. Remarquez la présence des fortifications, remarquez la présence de l'église paroissiale qui domine avec les autres institutions religieuses, la silhouette de la petite cité. Un autre dessin, celui de James Gray en 1828, on voit Montréal vu de l'île Sainte-Hélène. Remarquez la présence de militaires sur l'île Sainte-Hélène. Et ceci va expliquer la disparition des fortifications parce que l'armée britannique va occuper l'île Sainte-Hélène de façon à défendre la ville devant. On peut remarquer d'ailleurs que les fortifications ne sont plus là. Par contre, le port est beaucoup plus actif. On voit déjà des navires à vapeur et on s'aperçoit que l'église Notre-Dame, la nouvelle église, est en construction. Un autre dessin, celui du lieutenant Hunbrook, qui fait ce dessin vers 1828, on voit Montréal à partir du Mont-Royal. Et on peut distinguer ces fameux domaines champêtres. On en a parlé tout à l'heure, les domaines de M. McGill ou de M. McTavish. Enfin, un dernier dessin, Sproul, qui revient encore, 1830. On voit Montréal à partir de l'île Sainte-Hélène, la présence des militaires toujours sur l'île Sainte-Hélène. Le port est assez actif, il y a des navires à vapeur. Il y a même un radeau de bois, ce bois-là qu'on descendait le long des rivières pour l'embarquer plus tard dans les bateaux, de façon à l'envoyer en Europe. Et là, l'élément dominant de la nouvelle ville, vous pouvez l'apercevoir, c'est la nouvelle église Notre-Dame. Alors, autant les visiteurs ont été impressionnés par la silhouette de la ville, de l'extérieur, autant ils ont été déçus à l'intérieur de la ville. Ils ont reconnu que la ville était construite de façon très, très solide, mais c'était une ville triste. Il y a même M. Talbot qui vous parlait d'une ville qui a l'air d'une prison. C'était dû surtout aux pierres qui étaient utilisées dans la construction. Cette fameuse pierre grise de Montréal, qui est quand même pas très joyeuse, et de toutes les autres mesures qui avaient été prises contre le feu, notamment de recouvrir les toits en fer blanc, de recouvrir les volets, les fenêtres par des volets de fer, ce qui créait, disons, une monotonie, parce que la répétition toujours des mêmes éléments. Tout ceci nous est confirmé par un visiteur qui est très perspicace. Il s'agit de M. Théodore Pavie, qui visite Montréal en 1833. Les maisons sont toutes bâties en pierre grise, qui répandent un aspect sombre sur ces rues longues et resserrées. Ce qui frappe surtout les yeux d'un étranger, c'est la blancheur des toits tout couverts en fer blanc et les contrevents doublés en tôle pour prévenir les incendies. Cette manière de construire cause une grande monotonie. Il faut comprendre que Montréal était une des seules villes construites en pierre sur le continent nord-américain, parce que les villes des colonies américaines étaient construites pour la plupart en briques. La brique était disponible, mais c'était aussi le matériau traditionnel et culturel des Britanniques. En Angleterre, on retrouve de la brique, tandis que la pierre se retrouve beaucoup plus sur le continent européen. Alors, les Britanniques qui voyageaient étaient surpris de trouver dans ce continent nord-américain une ville construite en pierre. Du point de vue d'architecture, on retrouve l'architecture vernaculaire et l'architecture académique, comme avant. L'architecture vernaculaire se perpétue et un des bons exemples est la maison de la congrégation, ainsi appelée parce qu'elle a été construite sur un terrain appartenant à la congrégation Notre-Dame. Elle fait toute la tête de l'îlot, compris entre la rue Saint-Paul, la rue Saint-Laurent et la rue de la Commune. Il s'agit, dans le fond, de 3 maisons, d'un complexe de 3 maisons fait d'une façon vernaculaire, en pierre moellon, mais on s'aperçoit que la pierre de taille fait son apparition et la pierre de taille va être de plus en plus fréquente grâce aux techniques et aux outils qui vont être importés par les Britanniques. Un autre exemple d'architecture qui combine l'architecture académique et la tradition vernaculaire, il s'agit des écuries d'Youville. On ne sait pas pourquoi on les appelle des écuries, parce que ce sont au départ des hangars de potasse qui sont construits de 1827 à 1828. Remarquez, la façade est de style néoclassique, totalement symétrique par rapport à une porte cochère. Elle est en pierre de taille, mais dès qu'on rentre à l'intérieur de la cour intérieure, on voit tous les traits de l'architecture vernaculaire, y compris des lucarnes assez particulières qu'on appelle des lucarnes palans, qui protégeaient des palans, qui servaient à monter ou descendre les poids vers le sol ou les monter à l'étage.
Du point de vue d'architecture publique, 4 édifices sont dignes de mention. La Banque de Montréal, la première Banque de Montréal, la première douane, la première cathédrale anglicane Christ Church et la nouvelle église Notre-Dame. Nous allons laisser le cas de la nouvelle église Notre-Dame pour terminer le cours et revenir immédiatement sur l'édifice de la Banque de Montréal. Cette première Banque de Montréal était située à l'angle nord-est des rues Saint-Jacques et Saint-François-Xavier. Elle a été construite en 1818. C'est le premier bâtiment conçu comme une banque dans l'histoire du Canada, bien qu'il présente ce bâtiment l'allure d'une résidence bourgeoise. On peut s'en rendre compte d'ailleurs sur ce dessin de Sproul de 1830 qui montre très bien la rue Saint-Jacques, là, qui se prolongeait jusqu'au faubourg des Récollets. Et voyez à droite, c'est cette maison, ça c'est la première banque de Montréal. Son architecte est inconnu, mais on peut supposer que c'était un Britannique, car la maison présente tous les traits de l'architecture géorgienne qui était à l'honneur en Grande-Bretagne. La maison de la douane, elle est construite en 1836 par un architecte fort important, John Austell. John Austell sera l'architecte le plus prolifique au 19e siècle avec Victor Bourgeot. Il est né à Londres le 7 août 1813 et va décéder à Montréal le 6 avril 1892. On sait qu'il a fait des études en architecture, en génie, en arpentage, une combinaison assez usuelle à l'époque. Il arrive à Montréal à 1834 et là va commencer une carrière qui va être très très prolifique. Je vous présente uniquement ses principales œuvres, là, notamment le pavillon des arts de l'Université McGill qui existe toujours, les tours de l'église Notre-Dame dont nous parlerons dans quelques minutes, la façade de l'église de la Visitation du Sceau au Récollet que nous avons vu ensemble au cours d'émissions précédentes, l'église Notre-Dame de Toute-Grâce dans le quartier Notre-Dame de Grâce, le séminaire de la rue Sherbrooke, le grand séminaire, celui qui est derrière les petites tours du début du régime français. Le palais épiscopal qui a disparu parce qu'il a été incendié dans le fameux incendie de 1852 et John Austell va reconstruire l'église qui a été incendiée également, l'église Saint-Jacques. Il va construire aussi l'asile de la Providence, malheureusement démoli. Une église très belle qui ressemblait à celle de Notre-Dame-de-Grâce, l'église Sainte-Anne à Pointe-Saint-Charles, malheureusement aussi démolie. Il va construire la raffinerie pour la compagnie Canada Sugar, le long du canal de la Chine, qu'on a démoli en partie. Il va construire plusieurs maisons et plusieurs magasins. C'est lui qui va faire le plan d'aménagement du campus McGill que nous connaissons et le plan d'aménagement du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Mais ce n'est pas tout. Il va s'associer avec son neveu, Henri-Maurice Perrault, pour constituer le plus ancien bureau d'architecte du Canada et faire davantage d'architecture. Et nous reparlerons de M. Perrault. Sa maison de la douane, c'est sa première œuvre à Montréal et au Canada. Et là, il veut montrer qu'il possède toute la connaissance voulue de l'architecture académique. Il s'agit d'une architecture néoclassique, très influencée par l'architecture palladienne et classique à la mode, à Londres, notamment l'architecture de l'architecte James Gibbs. Remarquez cette symétrie d'ensemble, malheureusement, qui va être perturbée un peu sur les côtés à cause de l'agrandissement qui est fait en 1881-82 par Alphonse Raza. Alors, Alphonse Raza va agrandir le volume de la douane en défaisant la façade et en remontant la façade du côté de la rue de la Commune. Et pour le reste, le petit bâtiment qui est tout petit présente un éventail assez grand de traits d'architecture classique, la pierre de taille avec des joints accentués, des portiques avec des colonnes toscanes soit dégagées, soit engagées, des entablements qui vont couvrir les ouvertures, des fenêtres palladiennes sur les murs latéraux, donc un exemple d'architecture académique très contrôlée. Mais la première douane reflète aussi très bien l'importance du port qui devient de plus en plus actif et des marchands. Parce que rappelez-vous qu'à cet endroit-là où se trouve la première douane, c'était avant tout, au début, durant le régime français, la place du marché. Donc une place qui s'adressait aux gens pour échanger. Et comme la ville se spécialise, on implante la douane dans l'ancienne place du marché et on fait précéder la douane d'un petit square qui met en valeur la douane. Alors on voit à l'écran deux photos plutôt, une de 1859 de M. Notman qui montre très bien
ce petit square. Et 10 ans après, lors d'une inondation, une photo de M. Anderson de 1869 qui montre très bien, disons, cette douane avec son square installé exactement dans l'ancienne place du marché. La première cathédrale catholique, anglicane plutôt, Christ Church, va être érigée du côté nord de la rue Notre-Dame, à mi-chemin entre la place d'Armes et la rue Saint-Laurent. C'est l'œuvre d'un architecte de passage, un Allemand dont on sait très peu de choses, un nommé William Burgsy. Et la cathédrale va être construite entre 1805 et 1821. Non pas qu'elle soit si énorme pour prendre tellement de temps, c'est qu'on a manqué de fonds et ça a pris du temps avant qu'on puisse avoir les deniers voulus pour l'ériger. À l'intérieur, on voit l'influence de l'architecte Christopher Wren. Christopher Wren, c'est un des plus grands architectes britanniques. C'est lui qui a fait de nombreuses églises à Londres et ces églises sont toujours caractérisées par une nef centrale avec des galeries pour les paroissiens, des galeries symétriques. Et ceci va revenir tout à l'heure dans l'église Notre-Dame. C'est très important qu'on puisse faire ce lien-là et voir que l'église Notre-Dame a été également influencée par l'architecture britannique de Christopher Wren. Pour le reste, à l'extérieur, comme on peut l'apprécier sur ce croquis, il s'agit plus ou moins d'une reproduction de la façade de St. Martin-in-the-Field de Gibbs. Gibbs, qui était l'architecte peut-être un des plus importants en Angleterre. Malheureusement, la cathédrale Christ Church va être incendiée le 10 décembre 1856 et on verra un peu plus tard qu'on reconstruira une autre cathédrale Christ Church, celle qui se trouve sur la rue Sainte-Catherine maintenant. L'église Notre-Dame que nous connaissons aujourd'hui et qui est située en bordure de la place d'Armes a remplacé la précédente église Notre-Dame qui se trouvait tout proche et qui avait été construite, comme nous l'avons vu, au cœur ou au milieu de la rue du même nom. Il faut voir dans ce nouvel emplacement l'influence de la culture britannique. En effet, après la construction de l'église en 1824-1829, la place d'Armes va prendre l'aspect familier d'un square britannique pendant plusieurs décennies. L'église Notre-Dame a beaucoup impressionné les contemporains, et cela pour deux raisons. D'abord, pour sa taille. Cette église peut accueillir 3500 personnes assises. Lors de sa construction, c'était la plus vaste église sur le continent nord-américain, à l'exception de la cathédrale de Mexico. Et l'énormité de son volume avait été rendue nécessaire parce qu'elle était encore la seule église attitrée de ce qui était la seule paroisse de la ville, paroisse qui était sous la juridiction des Sulpiciens. La deuxième raison pour laquelle elle a beaucoup impressionné les contemporains, c'est qu'elle était en style néogothique. Et c'était le premier bâtiment majeur construit en style néogothique dans les deux Canada. Et surtout, ce style rompait avec la tradition classique qui avait été à l'honneur jusqu'à ce moment-là dans la province. Maintenant, lorsque l'on parle de style néogothique concernant l'église Notre-Dame, il faut amener des précisions et des nuances. Parce que son architecte, James O'Donnell, d'un point de vue structural, il crée l'église Notre-Dame comme une boîte traditionnelle, la boîte des églises classiques de la fin du 17e et du 18e siècle en Angleterre. Ces églises qui sont caractérisées à l'intérieur par leur nef complètement symétrique avec des jubés et des galeries qui permettent à l'assistance de voir et d'entendre le ministre du culte. Ce que James O'Donnell, qui était un architecte irlandais, immigré aux États-Unis et pratiquant l'architecture à New York, a cherché de faire, c'est de recréer l'atmosphère des cathédrales gothiques, ces cathédrales qui avaient toujours été associées avec la ferveur du Moyen Âge. Maintenant, il ne va pas s'inspirer des cathédrales d'Europe, il va prendre les modèles plutôt aux États-Unis dans les premières églises construites en style néogothique lors de son temps ou de son époque. À l'origine, bien que les clochers de l'église n'aient été complétés qu'en 1841-1843, selon les dessins de John Hostel, l'œuvre architecturale de James O'Donnell semble avoir été mieux réussie et mieux appréciée pour son extérieur que pour l'intérieur. Cet extérieur est impressionnant principalement par la façade donnant sur la place d'Armes, avec son entrée principale soulignée par 3 arcs brisés monumentaux.
Il est fort probable que James O'Donnell a conçu cette façade en fonction d'une place d'armes beaucoup plus grande qui devait s'étendre jusqu'à la rue Saint-Antoine, comme l'avaient recommandé les commissaires chargés de démolir les vieux murs de fortification et chargés de présenter un plan d'embellissement pour la ville. Pour le reste, le volume est géométrique, les murs apparaissent assez minces et ils sont ornés de motifs architecturaux empruntés à l'architecture du Moyen Âge, tels que les arcs en ogive, les contreforts, les pinacles et les créneaux. Quant à l'intérieur, et à l'époque, il a déplu à tout le monde. On lui reprochait une grande verrière qui fermait la nef du côté sud et qui était mal orientée d'un point de vue d'ensoleillement, avec le résultat que les gens étaient éblouis à l'intérieur, tandis que d'autres parties de l'église restaient dans l'obscurité. On lui reprochait aussi un décor de faux marbre bleuté, lequel aurait été particulièrement horrible. Alors, les Sulpiciens décidèrent de remédier à ce problème-là en confiant à l'architecte québécois Victor Bourgeot le soin de refaire l'intérieur. Victor Bourgeot s'y consacra de 1874 à 1880. Il ferma complètement la verrière et créa un superbe maître-autel. Il perça des puits de lumière dans le voûte dans une tentative assez vaine d'éclairer l'intérieur, mais surtout, il créa un décor polychrome inspiré de la Sainte-Chapelle de Paris, décor qui n'a pas cessé depuis d'émerveiller autant les paroissiens que les visiteurs. Après la fin des travaux de l'architecte Victor Bourgeot, l'église Notre-Dame sera complétée à l'arrière par la chapelle de Sacré-Cœur. Cette chapelle va venir se greffer à l'endroit où se trouvait plus ou moins avant la fameuse verrière de l'architecte James O'Donnell. La chapelle est construite en 1888-1891 par Maurice Perrault et Albert Ménard dans un style néogothique très orné, presque mauresque, qui reflète bien les tentatives de recherche visuelle qui sera associée avec l'architecture victorienne. La chapelle, malheureusement, sera endommagée dans un incendie à l'hiver 1978 et restaurée 2 ans plus tard, en 1980, par les architectes Lamarre, Jourdouin, Lamarre et Pratt. Ces architectes vont faire une nouvelle voûte parce que la précédente a complètement brûlé, une voûte très, très épurée, et le sculpteur Daudelin va faire un retable encore relativement épuré, ce qui va contribuer à mettre en valeur les vestiges de l'ancienne chapelle de M. Perrault et de M. Ménard. L'église Notre-Dame, comme on l'a vu, a beaucoup impressionné les contemporains, surtout par son échelle, par son message, mais elle a été aussi très critiquée, surtout pour son mauvais goût de sa décoration intérieure. Ce qui nous fait comprendre que les critères de l'architecture romantique ne sont plus les critères de l'architecture classique. L'architecture classique, les critères étaient des critères objectifs, l'élégance des proportions, les rythmes, la qualité des détails, la recherche du raffinement, tandis que dans l'architecture romantique, c'est avant tout la recherche du message, la recherche du symbole. Et tout ceci va se traduire par la mort de la tradition classique française au Québec. Et ça, l'abbé de Mers, comme Thomas Baillarger vont bien s'en rendre compte. On prend l'exemple de l'église Sainte-Geneviève de Pierrefonds, dont on a parlé tout à l'heure par l'architecte Thomas Baillarger. Cette architecture était basée, du moins à l'intérieur, sur l'élégance des proportions, sur ces détails très raffinés, sur un raffinement d'ensemble qu'on ne trouvera pas du tout à l'église Notre-Dame. L'église Notre-Dame aussi va signifier la mort de l'architecte artisan, celui qui va à la fois concevoir et construire le bâtiment. Victor Bourgeot travaillait de cette façon-là. Thomas Baillarger travaillait de cette façon-là. Mais dans le cas de ce chantier-là, M. O'Donnell travaille avant tout comme un architecte professionnel, celui qui commande aux entrepreneurs et qui commande aux ouvriers à partir de plans abstraits. D'ailleurs, M. Baillarger avait été demandé comme entrepreneur pour l'église Notre-Dame, mais il a refusé en disant « Je ne suis pas habitué de travailler de cette façon-là. » C'était avant tout un architecte artisan. Et le chantier de l'église Notre-Dame va être un chantier très, très difficile. Les ouvriers canadiens français vont rien comprendre à ce que O'Donnell parlait du système. Pour les ouvriers, il n'y avait pas de système. Il y avait une façon de faire très ancestrale qui consistait à concevoir et à réaliser.
Alors, on comprend bien que l'église Notre-Dame nous introduit à l'architecture victorienne, cette architecture qui va faire appel à tous les styles historiques dans des tentatives de recherche de symboles et d'effets visuels, et ceci appartient à la période industrielle de Montréal que nous allons aborder au cours de la prochaine émission. Donc, nous terminons la première partie du cours Montréal en évolution, partie qui débutait avec la fondation de Montréal en 1642 et se rendait jusqu'en 1840. On a dit au début de cette partie, au début de ce cours, que cette partie pré-industrielle était très importante. Et on s'en rend bien compte parce que cette période pré-industrielle est responsable pour la structure spatiale et l'orientation des paysages de la grande région montréalaise, comme de l'île de Montréal. Rappelez-vous du plan de M. Talon, cette occupation du sol qui se fait dans une période difficile. Rappelez-vous de la fondation des arrière-fiefs des Sulpiciens. Donc tout ça va vous donner une première structure qui va rester jusqu'à aujourd'hui. Cette période est responsable de la grille de rue orthogonale, de sa régularité et de ses irrégularités. Rappelez-vous, entre autres, de la côte Notre-Dame-des-Neiges et de son évolution, de sa transformation en grille de rue. Cette période est responsable du plan de l'éducation, donc du plan du Vieux-Montréal actuel, qui s'est densifié, évidemment, et qui s'est resubdivisé, mais tout l'essentiel était là. Cette partie est responsable de l'architecture vernaculaire dans le Vieux-Montréal et sur l'île, rappelez-vous, de l'architecture que nous avons présentée, des maisons rurales sur la côte Saint-Antoine, comme de l'architecture vernaculaire, la maison du Calvin, entre autres, dans le Vieux-Montréal. Cette partie est responsable de beaucoup d'édifices que nous apprécions beaucoup, comme le Vieux Séminaire, la douane que nous venons de voir, l'église Notre-Dame, cette nouvelle église si impressionnante, l'église du Saut-Récollet, l'église Sainte-Geneviève, et aussi des places, des fameuses places qui sont parmi, on dirait, celles qui restent, Place d'Armes, Place Jacques-Cartier, le Champ de Mars, le square, les squares Victoria, Vigée, Chaboyer, Richemont. Bref, c'est tout un héritage qui appartient à une première partie de développement pré-industriel et qui demeure avec nous et qui fait les images, les formes urbaines que nous connaissons. Alors, nous allons voir avec la prochaine émission que tout ceci va être menacé d'une certaine façon par la période industrielle qui va prendre des formes totalement différentes et qui va donner l'âge d'or de Montréal entre 1840 et 1950.